Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Kéka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir chers Africains, merci de nous retrouver dans le cadre de cette autre réflexion d'appel sur le continent, sur la télévision panafricaine Afrique Média. Au Cameroun, on parle de la crise dite anglophone une fois de plus. Ce sont les Bororo du Cameroun qui répondent au Congrès américain. Dans une lettre datée du 16 décembre 2019, exactement à l'attention de l'honorable Karen Bass, les membres de l'association des victimes Bororo de la crise anglophone donnent une réponse à ce qu'ils considèrent comme la désinformation ou de la manipulation unilatérale au service des Ambazoniens des États-Unis. Les États-Unis, une fois de plus, qui jettent un regard critique sur la gestion de la crise sociopolitique dite crise anglophone des deux régions nord-ouest et du sud-ouest, et bien avec son impact désormais sur une forte population Bororo qui serait donc originaire de ces deux régions. En effet, quelques jours plus tôt, le parlementaire américain avait envoyé une correspondance au président camerounais faisant alors passer les sécessionnistes ambazoniens pour des victimes sur la base de fausses informations qu'elle aurait donc reçues de ces derniers. Manipulation ou agenda caché, la réponse des Bororo ne s'est pas fait attendre, car pour l'association des victimes Bororo, ce serait faire preuve de mauvaise foi que de croire que les Ambazoniens qui assassinent toute personne qui refusait de soutenir leur cause, qui ont donc violé à mort les femmes Bororo et détruit les biens du peuple Bororo, seraient les victimes du régime de Paul Biya. Pour le peuple Bororo, cela est tout simplement faux. Sur instruction du chef de l'État, le président Paul Biya, qui a donc demandé à ce qu'une assistance et une aide soient donc effectuées pour la population Bororo victime des sécessionnistes ambazoniens. Dans leur lettre, les Bororo rappellent que dans notre communauté, nous avons 70% de nos habitations qui ont été détruites à près de 12 373 personnes déplacées dans le territoire. Nous déplorons 189 de nos femmes qui ont été violées, près de 6 000 enfants déscolarisés et 272 morts enregistrés dans nos populations. Nous avons été menacés par des armes et contraints à payer près de 187 430 000 francs CFA depuis le mois d'octobre 2016. Ces chiffres ne représentent qu'une infime partie des préjudices que nous subissons au quotidien, car certains membres de notre tribu sont très affectés et évitent d'en parler pour la plupart. Voilà donc ce que déclare la population Bororo dans cette lettre depuis le 16 décembre dernier, et qui répond ainsi à l'inquiétude du Congrès américain, faisant donc état du fait que les populations Bororo sont victimes de simplement des attaques des forces de sécurité et de défense camerounaises depuis donc l'offensive menée pour contrecarrer les attaques ambazoniennes. La population Bororo a décidé aujourd'hui de sortir et de dire qu'en réalité, les sécessionnistes sont aujourd'hui les véritables bourreaux et eux, les véritables victimes. On en parle ce soir dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent en état d'un courrier confidentiel avec cette déclaration exclusive, la lettre du peuple Bororo au Congrès américain qui remet les points sur les i. On parle toujours du Cameroun. Les députés adoptent le projet de loi sur la décentralisation. En effet, les députés se sont retrouvés en fin de matinée à l'hémicycle de Ngouaikele et Yaoundé ce mercredi 18 décembre 2019 pour une séance plénière sur le projet de loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Une loi aujourd'hui qui vient rétablir correctement ce qu'on a appelé le statut spécial pour les deux régions dites anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. En tout cas, pour les députés RDPC, il s'agit d'un texte révolutionnaire. En dépit de l'article 286 qui fait couler beaucoup d'encre, les députés RDPC viennent aujourd'hui rassurer de l'adoption de ce projet de loi portant sur la décentralisation. Il sera donc, entre autres, je le disais, l'une des résolutions phares du grand dialogue national tenu en début du mois de septembre dernier, qui s'est achevé en fin du mois d'octobre dernier. Le statut spécial aux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest apporte des changements significatifs
correctifs dans l'administration des grandes villes. Une séance plénière qui s'est tenue donc en présence du ministre de la décentralisation au Cameroun. Ainsi, l'article 246, source de toutes les crispations, est resté en l'état, celui qui fixe notamment les conditions d'éligibilité à la tête des mairies anciennement placées sous le statut de communauté urbaine. Il dispose en substance que les délégués du gouvernement, jusqu'ici super maires, nommés par décret présidentiel et trônant au-dessus des mairies, et les maires élus sont appelés tout simplement à disparaître désormais. On en débattra ce soir avec notre invité ici sur ce plateau. Vos réactions sont attendues. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les populations bororo du Cameroun font une sortie via une lettre adressée au Congrès américain pour répondre à cette désinformation relative donc aux attaques ambazoniennes dont ils sont véritablement les victimes. Une désinformation notamment sur le gouvernement camerounais, sur la gestion de la crise dite anglophone des deux régions nord-ouest et sud-ouest au Cameroun. Le Congrès américain disait il y a encore quelques jours être inquiet sur l'impact de cette crise sociopolitique et désormais avec les exactions faites par les forces de sécurité et de défense au Cameroun sur d'autres populations aux alentours donc, de ces deux régions, en particulier les populations bororo. Les populations donc ont décidé de sortir et de clarifier la situation qu'en réalité les forces de sécurité du Cameroun mettent tout simplement les populations bororo en sécurité, tout simplement, et qu'en réalité les bourreaux, ce sont les ambazoniens et les séparatistes jusqu'ici qui ont causé de graves dommages à la population bororo depuis le début de la crise en 2016. Dans une lettre datée du 16 décembre 2018 qui nous parvient au service de l'information et de la rédaction de la télévision panafricaine en courrier confidentiel, à l'attention de l'honorable Karen Bass, les membres de l'association des victimes bororo de la crise anglophone donnent une réponse à ce qu'ils considèrent comme la désinformation de la manipulation unilatérale au service des ambazoniens des États-Unis. En effet, quelques jours plus tôt, les parlementaires américains avaient envoyé une correspondance au président camerounais Paul Biya faisant passer les sécessionnistes ambazoniens pour les véritables victimes sur la base de fausses informations et qu'elle a donc reçu de ces derniers. Il s'agit donc de la parlementaire Karen Bass dont la lettre a été adressée. Dans la lettre, la population bororo du Cameroun rappelle que dans notre, je cite, dans notre communauté, nous avons 70% de nos habitations qui ont été détruites, 12 373 personnes déplacées dans le territoire. En l'intérieur, nous déplorons 189 de nos femmes qui ont été violées, près de 6 000 enfants déscolarisés, 272 morts enregistrés. Nous avons été menacés par des armes et contraints de payer près de 187 430 000 francs CFA depuis le mois d'octobre 2016. Ces chiffres ne représentent qu'une infime partie des préjudices que nous subissons au quotidien, car certains membres de notre tribu sont très affectés et évitent d'en parler pour la plupart. Et donc la population bororo qui tient à préciser l'aide apportée par le gouvernement depuis donc
donc que la population fait face aux exactions des sécessionnistes amazoniens. Une assistance, une aide aujourd'hui du gouvernement camerounais sur instruction du chef de l'État, Paul Biya. On en parle avec notre invité, je le disais, au sommaire de cette édition, mais également vos réactions sont attendues, vous le savez, dans le cadre de cette réflexion quotidienne d'appel sur le continent. Vous réagissez en direct en donnant votre point de vue, votre commentaire et analyse sur les sujets mis sur la table du débat. On reste au Cameroun avec ce projet de loi adopté le mercredi dernier, le projet de loi sur la décentralisation, déposé donc vendredi dernier à la table des députés, a été adopté le 18 décembre. Cette loi consacrée, entre autres, sur les résolutions phares du grand dialogue dernier, le statut spécial aux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et apporte des changements significatifs dans l'administration des grandes villes. Il y aura bien sûr un certain nombre de titres qui vont tout simplement disparaître, des fonctions qui se feront leur entrée, des fonctions qui en sortiront. Une séance plénière à l'hémicycle de l'Assemblée nationale au Cameroun à Yaoundé qui s'est tenue en présence du ministre de l'administration, le ministre de la décentralisation, autant pour moi, qui a donc tenu à sanctionner les travaux des députés. On en parle ce soir avec notre invité, il est déjà en ma compagnie ici sur ce plateau, monsieur Emmanuel Kounié du MRC. Bonsoir Emmanuel Kounié. Bonsoir madame et merci de m'inviter pour pouvoir décrypter un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée ces derniers jours. Merci à vous de répondre positivement une fois de plus à l'invitation de la télévision panafricaine. Avant de vous retrouver, Emmanuel Kounié, pour décrypter davantage ces sujets relatifs donc à l'actualité camerounaise, on va tout d'abord faire un tour du côté du Congo-Brazzaville, retrouver notre envoyé spécial Bachir Ladane. Vous le savez certainement, ce sont les assises du conseil d'administration de la BDAC qui sont tenues au cœur de la capitale congolaise. Mohamed Bachir Ladane qui nous fait le condensé des travaux qui portent notamment sur la mise en place dans les prochains jours d'un nouveau président du conseil d'administration de la BDAC, Bachir Ladane. Bonsoir et merci de nous retrouver. Quel est désormais le planning de ce qui se passe du côté du Congo-Brazzaville concernant les assises du conseil d'administration de la BDAC? Bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes à Brazzaville au Congo. Brazzaville, la capitale de la République du Congo, mais également le siège de la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Cette institution qui regroupe les 6 pays de la CEMAC, à savoir le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine. Justement, il faut rappeler qu'à la tête de cette institution se trouve un fils équato-guinéen, Fortunato Ofa Mbo Nchama, qui est donc à la tête de la BDAC depuis 2017. Aujourd'hui, l'institution tient une autre assise de son conseil d'administration. Et bien, dans le cadre de cette autre réunion du conseil d'administration, les membres plancheront sur plusieurs points, mais dont les plus importants sont les rapports clos à décembre 2019 et bien sûr le rapport d'activité de cette année 2019. Il faut rappeler que d'ici la fin des travaux, on connaîtra le nom du prochain PCA, du président du conseil d'administration, vu que selon les textes de la BDAC, c'est une présidence tournante qui se fait entre les ministres des Finances et de l'économie de chaque pays de la sous-région. Le Camerounais Louis-Paul Motazé arrive donc au terme de son mandat et à l'issue des travaux, on en saura un peu plus. Et donc nous rappelons que les travaux vont également se faire pour la plus grande partie à huis clos, dans la mesure où il sera question de réfléchir aussi sur des stratégies qui ne se dévoilent pas, mais le compte rendu sera fait à la presse à la fin des travaux. Voilà donc ce à quoi nous allons nous attendre. Afrique Média est au rendez-vous comme toujours. Eh bien, nous vous revenons dès que possible. Merci à vous, Bachir Ladane, pour ce compte rendu. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de vous rendre justement au cœur de la grande salle qui va accueillir cette cellule pensante pour passer la suite de l'année 2020 concernant justement l'administration, le conseil d'administration de la BDAC qui prendra une nouvelle fois un nouveau cahier de charges portant donc sur les travaux à mener au courant de l'année 2020 et un bilan qui sera établi au terme de l'année 2021.
2019. Bachir Ladane, on vous retrouve tout de suite au cœur de cette grande salle qui devrait en principe accueillir les travaux des ministres et des différentes personnalités et qui composent le conseil d'administration de la BDAC. Bachir. C'est ici, dans cette salle, que vont se dérouler les travaux de ce conseil d'administration de la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Comme vous pouvez le constater, au-delà des dirigeants de l'institution bancaire et des 6 pays membres, c'est-à-dire le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et bien sûr le Congo, qui est le siège de l'institution, nous notons également la présence de plusieurs partenaires stratégiques, notamment la France, mais aussi et surtout le Maroc, qui se positionne de plus en plus comme un élément essentiel dans le développement du continent africain. On le sait, le Maroc est un partenaire stratégique et qui s'est déjà illustré sur plusieurs domaines à travers des partenariats dans la coopération bilatérale, mais aussi multilatérale avec des institutions telles que la BDAC. Et donc, dans quelques instants, nous en saurons davantage ici à Brazzaville. Merci encore Mohamed Bachir Ladane, envoyé spécial de la télévision panafricaine Afrique Média au Congo-Brazzaville pour ses assises du conseil d'administration de la BDAC. Et on va tout de suite retrouver le parterre de personnalités qui compose cette cellule stricte et privilégiée du conseil d'administration de la BDAC avec ce discours de bienvenue du président du conseil d'administration. Mesdames et messieurs les administrateurs, membres du conseil d'administration, monsieur le président, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir de vous souhaiter la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à Brazzaville, au siège de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, à l'occasion de la 4e session du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019. Votre présence dans cette salle, qui est familière pour la majorité d'entre vous, est une marque de votre indéfectible abnégation à accompagner votre institution à faire face aux nombreux défis qui sont les siens et d'améliorer continuellement ses performances et lui permettre de renforcer son image et sa notoriété au milieu des institutions similaires. C'est une tâche exaltante au regard des missions de la banque et surtout des attentes des populations de la zone CEMAC. Aussi voudrais-je saisir cette opportunité pour vous témoigner, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, au nom de la BDAC, à mon nom propre, nos sincères remerciements. Mesdames et messieurs les administrateurs, nous sommes heureux d'accueillir parmi nous ce matin les nouveaux administrateurs suppléants représentant respectivement le Gabon et la France. Les mandats seront formellement approuvés au cours de cette session. En effet, M. Christian Patrick Ebé et Félix Liège ont été désignés par leurs pays respectifs en remplacement de messieurs Hugues Badinga Madia et Sébastien Boreux, à l'endroit de qui nous exprimons toute notre gratitude pour leur pertinente contribution aux travaux des organes de la banque. Messieurs les administrateurs, Madame, félicitations pour Messieurs les administrateurs, félicitations pour votre désignation et bienvenue à la BDAC. Je souhaite également une chaleureuse bienvenue à M. Mahmoud Ly, administrateur suppléant représentant la Banque africaine du développement, puisque c'est sa première participation à nos travaux depuis sa nomination. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons et au regard de vos expériences et expertises avérées, nous demeurons confiants quant à la qualité de vos contributions respectives aux travaux de notre conseil d'administration. Mesdames et messieurs les administrateurs, revenant sur l'ordre du jour de cette réunion, vous noterez qu'il comporte en point saillant l'examen et l'adoption du budget de l'exercice 2020,
qui a été élaboré dans la perspective d'intensifier les activités de la banque. Au plan de la mobilisation des ressources, avec la diversification des partenaires financiers, la crédibilisation de la signature de la banque avec le recours au marché financier sous-régional à travers un appel public à l'épargne. Au plan opérationnel, par l'accentuation du volume des financements en faveur des économies de la CEMAC, notamment à travers la mise en œuvre des projets du programme économique régional. Au plan institutionnel, par la poursuite de réformes ambitieuses pour son arrimage aux meilleurs standards internationaux en vue de sa notation par une agence de renommée internationale. Le cadre de travail des agents de la banque est également pris en considération à travers le projet de la réhabilitation de l'immeuble siège. Ce budget traduit l'ambition qui est la nôtre pour cette institution. Concernant les projets, les dossiers de financement portés à votre appréciation ont mis en œuvre au Cameroun, au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale. Ces projets à forte valeur socio-économique sont en cohérence avec le plan stratégique 2017-2022 de la banque et concernent les secteurs des infrastructures et de l'industrie, de l'agro-industrie, de la microfinance et l'agro-pastorale. Leur mise en œuvre va contribuer à améliorer significativement la qualité de vie des populations, mais concourir également au renforcement de l'intégration régionale. Outre les points précités, il est également soumis à l'examen du conseil d'administration l'admission d'un nouvel actionnaire au capital de la BDAC. En effet, l'Assemblée générale avait donné mandat au président de la banque de rechercher de nouveaux actionnaires en vue de renforcer la surface financière de la banque et sa gouvernance. Ces démarches ont encore porté des fruits que nous serons heureux de vous présenter ce jour. Tels sont, en substance, les points marquants de l'ordre du jour qui vous est proposé. Je reste persuadé que le conseil d'administration saura surmonter, comme à l'accoutumée, les défis de cette journée caractérisée par la prise de décisions importantes pour l'institution à travers l'adoption du budget 2020 qui va encadrer le fonctionnement de notre institution pour les 12 prochains mois. Sans plus tarder, je déclare ouvert les travaux de la 4e session du conseil d'administration de la BDAC pour l'exercice 2019. Je vous remercie. Voilà donc qui fait le point et qui marque officiellement l'ouverture de ces assises du conseil d'administration de la BDAC au Congo-Brazzaville. Merci encore à nos équipes, les équipes de la télévision panafricaine Afrique Média et à nos envoyés spéciaux depuis le Congo-Brazzaville. On revient donc ici sur ce plateau pour suivre avec le débat sur ces sujets de l'actualité brûlante du côté du Cameroun. Je vous retrouve M. Emmanuel Cognier. Au Cameroun, les députés ont donc adopté le projet de loi portant sur la réforme de la décentralisation. C'était mercredi dernier. Cela a quand même fait réagir plus d'un, notamment des personnes, des leaders d'opinion, j'ai envie de dire, parce que je ne vais pas seulement citer ceux de la scène politique camerounaise, mais également ceux de la société civile, qui attendaient quand même des réformes, mais des réformes qui sont en même temps attendues pour les autres régions du Cameroun, et pas seulement les deux régions nord-ouest et sud-ouest, même si elles sont en proie à une véritable crise sécuritaire. Oui, disons que cette loi, on l'a présentée. Je crois que la loi a fait l'objet de beaucoup de, n'est-ce pas, de réflexion dans la classe politique comme dans toute la classe sociale du pays. Cette loi a fait donc l'objet de différents points de vue, mais ce qui est embêtant,
c'est que tous les amendements qui ont été proposés ont été rejetés. Tout à fait. Et ça, c'est la preuve que ceux qui ont préparé cette loi n'ont pas eu l'intention de vouloir qu'une seule virgule saute sur cette loi. Mais dans quelle mesure ? D'ailleurs, il y a un député, l'honorable Aoudou du Social Democratic Front, qui a dit que on leur a dit, séance tenante, que le gouvernement a décidé. Donc, il n'était pas question, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit. Ils peuvent faire tous les commentaires, mais il fallait pas... C'était une séance plénière, monsieur. Oui, mais toutes les propositions, toutes les modifications proposées ont été systématiquement rejetées. Ça pose justement le problème de cette Assemblée nationale et de ceux qui commanditent l'organisation de la République de manière à ce que de telles assemblées puissent être faites. Parce que le chef de l'État n'avait qu'à signer un décret pour faire passer cela. Il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, d'ameuter les députés, de créer une session extraordinaire, etc., pour qu'on arrive à ce qu'on a eu. Bon, moi, je pense que, pour ma part, il y a eu des modifications. D'ailleurs, pour ce qu'on a appelé régime spécial, il y a eu quelques énoncés. On a dit que, parlant des régions anglophones, on nous a parlé de la mise parle d'abord du système éducatif et du système judiciaire particulier, dont les modalités seront fixées par les lois spécifiques. Voilà. Donc, ils vont bénéficier d'un régime, d'un système éducatif et d'un système judiciaire particulier. Mais on ne dit pas plus, puisque les modalités seront fixées par des lois particulières. Donc, oui, exactement. Les gens, on est encore dans l'attente. Et c'est une attente assez logique. Oui, c'est une attente assez logique. Mais quand on a un événement comme celui que nous avons, mais on a fait un grand dialogue. Bon, mais est-ce que ceux qui étaient au grand dialogue connaissent ces modalités-là qui sont fixées ou bien ils ont demandé au gouvernement, n'est-ce pas, de trouver des modalités spécifiques après coup. Et quelles seront ces modalités? Est-ce que ces modalités correspondent, n'est-ce pas, aux attentes des populations du Nord et du Sud-Ouest qui sont en guerre, qui ont pris des armes pour revendiquer un certain nombre de choses? Bon, on est là encore sur notre fin. On attend. Bon, on a parlé de la mise sur pied d'une assemblée régionale et d'un conseil exécutif régional dans chacune des deux régions. Très bien. Mais il faut noter aussi que dans les régions qui vont être mises sur pied dans les autres 8 régions, il y a aussi le conseil régional. Et d'ailleurs, on a dit que cette assemblée va délibérer sur un certain nombre de sujets. Exactement. Bon, si c'était une vraie assemblée, elle devait délibérer, c'est-à-dire qu'elle devait voter des lois. Elles vont délibérer comme les conseils régionaux délibèrent. Je pense que jusque-là, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a une avancée réelle. Il y a une avancée réelle. Et je ne suis pas juriste, mais je le dis comme ça parce que délibérer et légiférer, c'est deux choses totalement différentes. Donc il n'y a pas de loi, c'est des délibérations. Et quand c'est des délibérations, on délibère sur des domaines délégués, c'est-à-dire sur des domaines, comment on appelle encore ça, des domaines qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous pouvez agir dans tel domaine, vous faites des délibérations dans ce domaine. Mais en réalité, si c'était une véritable assemblée, elle devait avoir la possibilité, n'est-ce pas, de légiférer, c'est-à-dire de voter des lois. Ce n'est pas le cas. On dit maintenant que chaque assemblée régionale dispose de 2 chambres, à savoir une chambre des délégués départementaux qui aura 70 délégués et une chambre des chefs traditionnels qui aura 20 par région. On sait aussi que dans les conseils régionaux, il y a le conseil régional à 90 membres, donc 100 sont constitués, n'est-ce pas, des représentants départementaux, des délégués départementaux, et 20 sont les chefs traditionnels. À la seule différence que ceux-ci vont siéger ensemble, alors que dans le nord ou le sud-ouest, ils vont siéger séparément. Ce qui ne change presque pas grand-chose. Donc, je peux continuer. Pour moi, l'essentiel de cette autonomie des collectivités territoriales décentralisées. Je ne vois presque rien, parce que l'autonomie vient d'où? Quelle autonomie ils vont avoir? Puisque on va leur donner un certain nombre de domaines dans lesquels ils vont pouvoir prendre des délibérations qui ne seront pas des lois, qui seront des délibérations, comme les délibérations se prennent dans les conseils régionaux. Moi, je crois que le malheur de toute cette affaire, c'est qu'il n'y a toujours pas eu un vrai dialogue entre les gens qui se plaignent et les gens qui prennent des décisions. On est en train de lâcher très difficilement. Et j'ai peur que tout ce qui a été dit là, dans ce texte, que c'est prévu dans ce texte, ne soit pas de nature, n'est-ce pas, à désamorcer la crise qui se trouve, qui accourt dans le nord et le sud-ouest. Donc, je suis très dubitatif quant à ce qu'un texte comme celui-ci puisse nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous trouvons dans le nord et le sud-ouest.
Monsieur Samuel Yumbi, vous êtes un autre compagnon en direct Skype depuis l'Italie. On parle d'abord de ce sujet sur l'adoption de ce projet de loi par les députés mercredi dernier. L'adoption donc du projet de loi sur la décentralisation. Cette loi sera examinée par le Sénat camerounais avant sa promulgation par le chef de l'État, Paul Biya. Elle devra permettre en principe de régler la crise sociopolitique et sécuritaire, en particulier donc les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au terme du grand dialogue national au Cameroun, on parlait d'un statut spécial donc qui sera octroyé aux deux régions Nord-Ouest et Sud-Ouest pour venir à bout à la crise sécuritaire qui sévit dans les deux régions camerounaises. À votre avis, avec ce projet de loi qui est adopté, et vous avez donc suivi tout à l'heure Monsieur Emmanuel Kounié nous présenter davantage ce qui fera le canevas de toute cette autonomie des collectivités décentralisées, comment elles devraient en principe fonctionner désormais au Cameroun. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce serait déjà un pas pour permettre à la société camerounaise de pouvoir prendre à main aujourd'hui son destin, notamment sur le plan socio-économique et même politique? Monsieur Samuel Yumbi, bonsoir à vous. Merci Madame Bitoa Adimala, et merci à tous les téléspectateurs de la télévision Afrique Média, à toute la jeunesse panafricaine et en particulier de ce soir la jeunesse camerounaise et sa diaspora. Je suis content que la question soit déjà, que vous aurez posé la question et qu'en brèche, M. Emmanuel Kounié puisse la balancer d'un coup de revers. Ce qui veut dire que nous avons toujours au sein des Camerounais, la population camerounaise, des populations et des personnes qui sont imbues de la honte dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ont toujours le besoin d'avoir un fonds de commerce pour pouvoir toujours faire face et se faire voir en face des Camerounais et des Africains. Aujourd'hui, que M. Emmanuel Kounié renvoie d'un coup de revers les lois qui ont été faites aujourd'hui, nous pensons que c'est la mauvaise foi qui anime M. Kounié. Nous savons sans toutefois l'oublier qu'il vient d'un parti extrême de son parti à laquelle il adhère, et s'il est encore dans ce parti. Mais aujourd'hui, nous pouvons tout simplement, nous, peuple camerounais de la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, être fiers que les solutions ont été trouvées entre les fils camerounais et les femmes camerounaises pour pouvoir ramener la paix et la stabilité au sein du Cameroun sur les revendications telles que nous aurons voulu qu'elles soient plutôt demandées dans l'apaisement. Mais il y a eu ceux-là, comme M. Emmanuel Kounié, qui étaient tapis dans l'ombre, qui ont voulu et qui ont instrumentalisé, soi-disant, comme il a encore le mot guerre dans sa bouche, qui ont poussé les Camerounais du Nord et du Sud-Ouest à mettre sur pied, à valider le sécessionnisme pour pouvoir mettre une guerre totale au Cameroun. Malheur a été fait pour lui que cette crise que nous avons vécue tous ensemble aujourd'hui nous a plutôt apporté maturité et responsabilité pour pouvoir aujourd'hui que ces lois qui ont été promues aujourd'hui au niveau de cette assemblée plénière est en train de démontrer l'apaisement dont je viens encore rappeler à M. Emmanuel Kounié qui est assis sur ce plateau que même le prélat, le cardinal Toumi a été clair dans ses propos, comme également M. le doyen du Sénat, M. Victor Mokete, qui ont finalement eux-mêmes soutenu tous ces textes de loi qui ont été posés auprès de l'Assemblée et qu'en attendant que ces lois arrivent au Sénat, c'est déjà une très grande victoire pour la stabilité du Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Certes, si le gouvernement a peut-être délibéré sur certaines lois, c'est tout simplement parce que l'État de droit revient au gouvernement de voir le concept à laquelle le peuple camerounais aujourd'hui et demain pourront vivre dans la paix et dans une cohésion sociale pour le développement et l'émergence, pour la prospérité de ce Cameroun. Donc, l'essentiel n'est pas M. Emmanuel Kounié, l'essentiel est la majorité du peuple camerounais, l'essentiel est la majorité des générations futures, l'essentiel est la bonne gouvernance.
au sein de ces régions aujourd'hui qui seront décentralisées et que le nord-ouest et le sud-ouest qui ont reçu en passant cette possibilité d'autonomie n'est que chose juste. Vous savez que après la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé au Cameroun a donné aux populations camerounaises la possibilité d'avoir deux cultures. Et ces cultures qui sont restées jusqu'en 2019, qu'on n'a pas pu, qu'on a tout fait pour qu'on puisse se mettre ensemble. Mais finalement, physiquement, nous sommes ensemble, culturellement, nous sommes ensemble, mais intellectuellement, il y a cette différence-là qu'il fallait combler en leur donnant cette autonomie de pouvoir s'autogérer aussi, mais quelque part que l'État central soit là pour l'unité et la paix et la stabilité au Cameroun, pour que l'État central soit celui-là qui, en 61, a pu apporter, à ramener le Cameroun oriental, le Cameroun occidental, pour que les traités de Fumban soient faits, pour que ces deux Cameroun et que ce Cameroun du nord et du sud-ouest qui sont venus se joindre à ce Cameroun, c'est tout simplement qu'ils avaient senti l'assentiment qu'il fallait qu'on soit ensemble. Mais nous avons cru en restant ensemble, nous allons partager comme 40 ans dans le passé, mais la réalité nous a démontré que intellectuellement c'était peut-être impossible, et ces résolutions qui sont arrivées aujourd'hui, que cette assemblée plénière qui a mis sur pied toutes ces décisions dont les parlementaires camerounais, qui ne sont pas des étrangers, qui sont des Camerounais, ont trouvé toutes les voies et moyens pour que la paix et la stabilité reviennent dans nos régions. Et ça, c'est qu'un bel exemple aujourd'hui. Et je pense qu'un monsieur à cet âge, monsieur Manuel Kone, qui est assis là-bas, il est peut-être à plus de 75 ans aujourd'hui, il devait être celui-là qui devait démontrer à la jeunesse camerounaise que voici les efforts que nous allons vous laisser. Mais c'est lui, par contre, qui est en train de vouloir ramener encore cette jeunesse-là dans la rue pour pouvoir déstabiliser notre héritage. Je lui dis, monsieur Emmanuel Kouagné, vraiment votre mauvaise foi ne pourra pas toucher la jeunesse camerounaise aujourd'hui et la jeunesse panafricaine qui nous regarde, parce que ce sont des individus comme vous, ce sont des parents comme vous qui devaient soutenir les efforts qui se passent aujourd'hui. Vous croyez que tous ceux qui sont assis, madame Victor Dimala, qui ont pris presque aujourd'hui, à plus de 4-5 jours, qui sont assis 24 sur 24, ils sont là pour les intérêts? Non, ils sont là pour l'intérêt de la nation camerounaise. En attendant que ces lois puissent passer au Sénat, le chef de l'État a encore un droit de regard sur les décisions de l'Assemblée du Sénat pour pouvoir finalement adopter cette loi. Donc nous pensons aujourd'hui que ça j'ai une solution. La solution la plus probable, la plus plausible, c'est celle qui a été initiée par la grande sagesse, par la grande détermination de son Excellence M. Paul Biya, dans sa détermination à léguer à ce peuple camerounais, au moment venu, une nation forte, une nation démocratique moderne, où les jeunes vont trouve dans quelques instants. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet. On a un dossier brûlant à aborder ce soir dans cette édition d'Appel sur le continent. Avant peut-être de prendre les téléspectateurs, Monsieur Emmanuel Kouagné, vous voudriez donc réagir à l'analyse de Monsieur Youmbi tout à l'heure. Je suis très amusé. Voilà. Je suis très amusé d'écouter ce monsieur qui, dans une émotion un peu pathétique, se permet de dire tout ce qu'il raconte là. Il dit que j'ai 75 ans. J'ai 100 ans. Je voudrais lui dire que j'ai 100 ans. J'ai 100 ans. Et puis, si j'ai 75 ans, je lui demande, le président Paul Biya qu'il soutient, quel âge a-t-il? Et lui-même, il a quel âge? Donc, je ne voudrais pas faire la polémique dessus, mais je dis qu'il y a des gens qui pensent que l'émotion, ou bien l'émotion développe de bon de patriotisme. Je ne sais pas ce qu'il a à perdre au Cameroun, plus que qui que ce soit. Moi, j'ai 7 enfants qui sont tous grands et qui, j'ai intérêt, n'est-ce pas, à ce que ce pays soit bien pour eux. Mais je dis que les mesurettes qu'on prend, et qui ne peuvent rien apporter, ne peuvent pas être soutenus par moi. La question justement que je voulais vous poser, M. Emmanuel Kouagné, la mise en pratique de toutes ces lois, qu'aurait fait le MRC, qu'aurait proposé le MRC? De toute façon, la première des choses, c'est que si on veut accorder un régime spécial à la zone anglophone, il faut déjà qu'il y ait une discussion avec les concernés. Est-ce qu'il y a une discussion avec les concernés? Vous ne pouvez pas penser que vous êtes à tout moment capable de connaître ce qui est bien aux autres. Et puis, le fameux dialogue. Dans ce dialogue,
personne de ceux-là qui sont concernés, qui sont révoltés, qui ont pris les armes, qui ont créé le rapport de force qui nous embête sur le terrain depuis 3 ans, n'a participé à ce. On nous a présenté des gens, mais dès lors que les gens ont déjà déposé les armes, ils se sont convertis, ils ne sont plus les interlocuteurs. Donc quand vous voyez des gens comme ça qui se mettent à dire pratiquement des injures à l'endroit des autres pour des raisons peut-être alimentaires, je ne sais pas qui est le commanditaire de ce qu'il raconte, mais je m'en contrebalance. Je voudrais dire que pour rien au monde, je ne pourrais soutenir une affaire qui ne peut pas produire des effets. Je voudrais lui dire également que tout ce qui a été dit, nous avons déjà entendu ce genre de choses. En 1996, nous avons vu une constitution, on nous a parlé de la décentralisation. En 2019, on n'a presque pas bougé. Donc, il n'y a pas de chronogramme par rapport à tout ce qui est dit. Et moi, je crois que par rapport à tout cela, c'est les mêmes gens qui vont conduire cette opération, et puis on connaît leur mode opératoire. Ils nous ont présenté une constitution en 96, et en 2019, ils n'avaient pas bougé d'un coup. Maintenant, ils nous parlent des textes qui vont venir, n'est-ce pas, réglementer tout cela. Ils vont mettre ça dans les tiroirs comme d'habitude. Sinon, qu'ils nous disent à partir de quand on fait quoi. Voilà. Donc, moi, je pense que ce qui est fait a été, mais je dis que les parlementaires n'ont pas intervenu dans cette affaire, puisque tous les amendements qui ont été faits ont été rejetés parce que justement, ils ont conçu une assemblée obèse où la volonté du chef passe systématiquement. Donc je ne pense pas que ce régime spécial peut être considéré comme émanant de l'assemblée. Ça émane du pouvoir. Donc que ce monsieur ne vienne pas faire rejaillir ses sentiments, je n'ai rien à foutre avec ce qu'il pense. Moi j'ai des points de vue que je défends et que je défendrai. Et il n'est pas plus patriote que moi. Il n'a rien à perdre au Cameroun plus que moi. Et je ne sais pas s'il a des intérêts au Cameroun plus que moi. Donc qu'il arrête de penser que c'est de ça qu'il s'agit. Moi des gens comme ça j'en ai vu. Et puis moi je les envoie. Samuel Yombi dans quelques instants. Le temps d'accueillir les téléspectateurs qui nous retrouvent en direct au téléphone. Est-ce que c'est possible d'accueillir les premiers intervenants au téléphone ce soir avant de poursuivre? Jean-Claude nous retrouve en direct depuis la Belgique. Bonsoir. Oui, bonsoir Madame Dimala. Merci de la parole. Et alors Madame Dimala, je suis un peu navré. Je ne voudrais pas vous apprendre comment vous allez mener le débat. Vous êtes la modératrice de ce plateau. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes sur une chaîne panafricaine et une chaîne qui devrait éduquer aussi les Africains. Alors, je suis un peu contrarié que un de vos panélistes se permette de manquer du respect comme ça à un autre. Donc, franchement, je parle comme ça de M. Yombi. Peut-être c'est sa façon à lui de parler, mais je pense que Mme Dimala, vous devrez toutefois le récaler, parce que je pense, vous savez, je vous apprécie beaucoup, hein, mais je peux dire que c'est la deuxième fois que je note que quand vous avez des invités sur le plateau, et parfois, il y a ceux qui tirent il y a les uns qui tirent contre les autres. Et ça, vraiment, c'est pas appréciable. Alors, je voudrais demander à M. Yombi depuis l'Italie, si ces idées ne convergent pas avec celles de M. Kounié, qui se calme, qui donne ses idées, comme M. Kounié donne aussi ses idées, sans toutefois manquer du respect à l'un ou à l'autre. Voilà, c'est ce que je voudrais dire un peu en introduction. Par rapport à la thématique, si vous me permettez, Madame Victoire Dimala, je voudrais simplement dire que ce régime, franchement, pour ceux qui ont un certain âge, comme M. Kounié, ils le savent très bien. Ce sont des gens qui font tout pour ne rien laisser. Parce qu'on demande aujourd'hui, on donne un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et les autres régions, est-ce qu'on voudrait que demain encore, certaines régions aussi s'élèvent pour revendiquer le statut spécial? Donc il y aurait des Camerounais des séries A et des Camerounais des séries B? J'ai dit non. Alors ce que moi je propose ici, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire le fédéralisme à plusieurs régions, pour que chaque région soit autonome et qu'il y ait un gouvernement central comme ici en Belgique. Ici en Belgique, nous avons des États fédérés. Ce sont des États fédéraux. Mais il y a un État fédéral central qui gère tout. C'est ça qu'il faut. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours contrôler tout? C'est-à-dire, on crée quelque chose, mais à la tête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui soit relié directement à la présidence. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. C'est vrai, c'est un processus, comme ils l'ont dit. C'est un pas. Mais par rapport au contexte camerounais, je ne pense pas que ce soit cela la solution adéquate pour pouvoir sortir de ces problèmes qui minent le peuple, qui minent le Cameroun et le peuple camerounais. Parce que nous voulons vivre tous ensemble.
On ne veut pas ces problèmes d'autochtonie, allogénie. Et franchement, on ne comprend plus rien, ma Victoire. D'accord. Nous sommes perdus. Et que quelqu'un se mette du côté de l'Italie pour apprécier ça sans toutefois donner vraiment des arguments convaincants. Merci. J'ai dit non. Merci, J'ai dit non. Jean-Claude. Je suis navré. Vraiment, je suis désolé. Mais que chaque panéliste essaie de respecter son homologue sur le plateau aussi. Merci, Victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci Jean-Claude pour cette participation ce soir. Vous savez, à chaque fois, que ce soit moi ou mes autres collègues journalistes sur ces plateaux, nous appelons toujours nos invités à se tenir ou à se vouer un respect mutuel dans les interventions. C'est un débat d'idées, c'est un débat contradictoire, mais sans toutefois heurter la personnalité et sont insulter la personne qu'est l'autre invité. Maintenant, parfois, il peut arriver que les mots dépassent notre pensée et nous sommes toujours là pour recadrer nos invités, quitte parfois à aller retirer la parole s'il le faut sur le plateau, parce que c'est un plateau de débat et ce n'est pas un plateau de bagarre ni d'insultes. Merci à vous Jean-Claude une fois de plus pour cette participation. Nous allons rester au téléphone et accueillir cette téléspectatrice qui nous retrouve en direct. Madame, bonsoir. Oui, alors vraiment, Finalement, c'est un téléspectateur. Allô, bonsoir. Qui ont été soumis à l'appréciation du Parlement par le chef de l'État. Je crois donc que l'article sur l'autonomie est le bien suivre. Parce qu'il y a je pense qu'il y a de cela longtemps, ça doit déjà s'appliquer. Donc il ne faudrait pas que, parce qu'on est en train de s'appuyer sur l'autonomie, que certaines personnes pensent que c'est pour les éliminer. Nous savons que toujours dans le choix des délégués du gouvernement, il fallait toujours être autochtone, soit de la région, soit du département. Donc pour moi, il n'y a même pas de problème à ce niveau quant à la loi pour l'autonomie. Donc franchement, que certaines personnes qui ne passent pas le temps à tergiverser sur le point de vue des autres. Merci. Merci à vous. Merci pour cette contribution. On accueille Patrick Kwangeng depuis l'Allemagne. Patrick, bonsoir. Bonsoir à toi, un très grand bonsoir à ma très chère sœur Dimala, un bonsoir à tous les testateurs d'Afrique Média de par le monde, un grand bonsoir aux standardistes et techniciens, ces braves hommes et femmes, et bien sûr un bonsoir à tes deux panélistes et particulièrement à M. Kounier sur le plateau. Ma chère sœur, quand je vais commencer comme ça, déjà d'entendre, et je prierai déjà M. Yobi, le panéliste, vraiment de se retenir, parce que dans son émotion, je puis vous assurer, et je l'exhorte à se réécouter après, il va dans tous les sens et on ne comprend vraiment plus rien parce qu'il n'a aucune ligne conductrice et directrice. Donc c'est navrant pour des débats pourtant très sérieux où on doit préparer des éléments pour venir étayer ou alors améliorer la connaissance des Camerounais et des Africains là-dessus. Donc je dis simplement concernant effectivement ce qui se passe au niveau de la chambre basse et ensuite la chambre haute du Parlement, respectivement l'Assemblée nationale et le Sénat au Cameroun. J'estime simplement que, ma chère sœur, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que, voyez-vous, M. Kounia a dit quelque chose que je réitère depuis. On a un type, une nature de pouvoir en place, c'est-à-dire ils sont dans leur nature. C'est des natures, des softwares dépassés qui ne peuvent plus être actualisés. Ils ne veulent rien lâcher. Ils ont causé avec qui? C'est-à-dire, on est en train de vouloir résoudre une solution pour des personnes, mais avec ces personnes-là, clairement, on n'a jamais eu à poser. Je dis clairement, où on a demandé les hommes en armes, invitez-les, même si ce n'est pas sur le territoire. Ils ne l'ont jamais fait. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, moi, comme proposition du moins, c'est que des propositions, que comme chronogramme nous soit donné. Souvenez-vous, des mois passés, un chronogramme. Mais ils ne peuvent pas parce que c'est la gouvernance opaque et obscurantiste, toujours en train de jouer aux Alibaba. C'est ça le grand problème. Donc moi j'estime simplement que, ma chère sœur, la France, tous ces gens que vous voyez, M. Bia, historiquement, quand vous lisez le livre du feu Fauchivé et tout le reste, qui connaît Fauchivé, c'est de quoi on parle. Je dis, M. Bia n'a jamais fait confiance à ses collaborateurs au Camerounais, jamais.
c'est un homme qui a le software de l'Occident. Il pense français, il aime l'Occident. Donc, tout ce qui se passe là, ce sont des propositions faites depuis le Quai d'Orsay et validées par l'Élysée. C'est comme ça que ça se passe. Et vous connaissez l'adage de certains panélistes qui, croyant protéger leurs intérêts au Cameroun vis-à-vis du pouvoir en place, disaient que quand la France vous apprécie ou est derrière vous, alors méfiez-vous, éloignez-vous du dirigeant que la France apprécie. C'est ce qu'on vit au Cameroun depuis. C'est la France qui protège encore ce régime par tous les moyens. On a vu la sortie de Le Drian à l'Assemblée nationale tout récemment. Donc les faits sont là pour le prouver. La France est derrière ce régime parce que la même chose, elle est derrière Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais certains ont l'attitude seulement de voir d'un seul œil, mais de ne pas vouloir voir des deux yeux. Donc, je dirais simplement, ma chère sœur, il faudrait absolument, je dis absolument, que ces projets de loi soient dans une concertation avec les concernés directs et voir les groupes armés. C'est hyper important. Sinon, on fait de la fuite en avant. Et il faut absolument, je vous assure, au niveau des maires, des super-maires, des villes, pour que ce ne soit pas des délégués de gouvernement, il faut retoucher le code électoral dans son ensemble. Parce que sinon, on aura la tricherie qui amènera tous les conseils municipaux, encore du RDPC, et forcément, comme ce sont eux et les autres maires d'arrondissement qui vont. Patrick Kouanguin, votre message est passé ce soir. On accueille le dernier appelant pour cette première série. On espère qu'on aura encore le temps de vous retrouver au téléphone, chers téléspectateurs. Un appelant depuis la Côte d'Ivoire. Allô, bonsoir. Victor Dimala, c'est depuis l'Amérique, c'est Jean depuis l'Amérique. M'entendez? Allez-y, monsieur, vous êtes à l'antenne. Merci. Alors, merci je vous salue. Et nous saluons les techniciens, nous saluons tous ceux qui interviennent sur Afrique Média. Aujourd'hui en particulier, M. Kounien et puis M. Yumbi de l'Italie. Oui, déjà, je vais dire aussi à aux deux panélistes, c'est que M. Yumbi de pouvoir modérer un peu son langage envers Kounien. Nous savons qui est Kounien. Et c'est un opposant qui est toujours opposé à tout. Finalement, on ne sait pas s'il participe à l'évolution. D'autres disons oui. Mais nous allons dire à M. Kouyen nous disons toujours il est d'acquérir la sagesse pour pouvoir apprécier ce qui est bon chez l'autre et pour pouvoir aussi voir ce qui peut apporter. C'est comme ça que les autres vont l'apprécier lui aussi. Mais venir chaque fois dire, rejeter tout en bloc ce que l'autre fait, ça n'encourage pas d'évoluer. Personne n'est détenteur du vrai savoir. Alors, fini cela, je m'avais dit que le second sujet que vous allez aborder tout à l'heure concernant la réaction de la population de Mbororo au Sénat américain, nous encourageons et nous félicitons à voix haute ce courage. Ne vous laissez pas influencer. C'est déjà qu'il faut des milliers, mais finalement, vous n'avez rien. Ils vous manipulent, ils vous détruisent. Je parle des compagnies minières et pétrolières qui cherchent toujours à diviser l'Afrique, à brûler l'Afrique. Merci à cette population qui a pu discerner, à voir que c'est plutôt les gens que ces sénateurs en soutien au Cameroun qui tuent et qui terrorisent. Merci pour ça, c'est la vérité claire et nette. Nous le savons tous. Merci que le représentant de la population Mbororo a pu dire cela. Et nous vous demandons, soyons vigilants, n'acceptez pas l'ingérence américaine ni européenne dans les crises africaines à ce niveau, sincèrement. Personne, aucun pays autonome ne peut l'accepter. Alors, du courage, et puis sachez que nous sommes en guerre, ne faites rien pour vous-même, faites tout ce que vous avez fait, faites-le pour l'intérêt de la population, de la communauté à venir, présent et à venir. Si on laisse l'intérêt personnel, on va perdre la lutte. Et c'est ce que nos grands, c'est ce que nos défenseurs avaient fait, et ils ont perdu la lutte jusqu'aujourd'hui, parce qu'on les ment, on les trompe, et finalement, nous sommes toujours là. Alors aujourd'hui, cette nouvelle base de lutte, de libération de l'Afrique, que ça soit basé sur l'intérêt commun, le bien-être de l'autre et ses consorts. Alors, sachez que nous sommes en guerre et du courage et que Dieu vous bénisse encore et bénisse nos dirigeants et que l'esprit de clairvoyance leur soit donné, le courage leur soit donné pour pouvoir défendre l'intégrité du
territoire des pays africains et que la lutte continue. Que je vous bénisse, Vito Adimala. Merci. On va retrouver Samuel Youmbi. On entame la dernière ligne droite de cette édition d'appel sur le continent. On ouvre donc ce second sujet avec votre analyse, Samuel Youmbi. Dans une lettre datée du 16 décembre dernier, je le disais, à l'attention de l'honorable Karen Bass, les membres de l'association des victimes Bororo au Cameroun, victimes de la crise anglophone, donnent une réponse à ce qu'ils considèrent comme la désinformation ou encore la manipulation au service des Ambazoniens. Une manipulation donc venant des États-Unis. Le peuple Bororo du Cameroun tient à mettre les points sur les i aujourd'hui sur cette espèce de désinformation concernant le fait qu'en réalité les forces de sécurité du Cameroun auraient tout simplement aidé aujourd'hui à ce que la population Bororo soit encore plus victime, soit encore mise devant les exactions exposées, j'ai envie de dire, aux exactions amazoniennes, car en réalité aujourd'hui pour le peuple Bororo qui fait donc cette sortie qui nous parvient en courrier confidentiel sur Afrique Média, ce sont en réalité les Ambazoniens sécessionnistes qui sont à l'origine de tous les malheurs du peuple Bororo. Des chiffres impressionnants, ils évoquent dans leur lettre 12 373 personnes déplacées de leur population qui fuient les exactions. Ils déplorent 189 femmes qui ont été violés, 6 000 enfants déscolarisés, 272 morts enregistrés et près de 187 430 000 francs CFA aujourd'hui qu'ils auraient déboursés, dont ils ont été contraints de payer aux sécessionnistes qui les ont rackettés depuis le début de cette crise au mois d'octobre 2016. Samuel Youmbi, votre regard sur cette réaction du peuple Bororo? Oui, merci à Madame Victoire Dimala. Nous pensons que le peuple Bororo, qui est un peuple nomade, qui vit depuis le XVIIIe siècle en zone saharienne et en Afrique aujourd'hui, est un peuple qui se réclame à sa juste valeur de pouvoir participer en tant que des Camerounais sur le sol camerounais à mettre en veilleuse la vérité sur les exactions dans cette crise qui se vit dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Oui. Nous avions une vérité qui est aujourd'hui en face, qu'il y a un groupe de certains parlementaires américains accompagnés d'une parlementaire camerounaise américaine qui a des affinités au niveau du nord-ouest, qui a pris en boule certains avec beaucoup de stratégies pour pouvoir amener le Parlement, le Congrès américain à pouvoir sortir une loi pour pouvoir encore frapper sur le Cameroun. Mais aujourd'hui, elle a été prise dans sa manipulation par les Bororo, qui sont ces peuples-là, nomades, qui sont partout sur l'étendue du Cameroun, qui ont démontré aux yeux du monde entier que nous sommes ce peuple-là marginalisé, qui ont souffert et qu'on ne parle pas de nous. Pourtant, c'est nous qui avons pris la responsabilité de notre défense grâce aux forces armées camerounais professionnels, patriotes, qui sont là pour la défense des personnes et des biens. Voici une preuve que le Cameroun vient d'avoir encore parmi ses 10 fils certains avocats oubliés qui étaient sur place, qui ont vécu les réalités 24 sur 24. Donc j'aurais voulu que certains Camerounais de bonne foi, que d'être de mauvaise foi, puissent voir les bels exemples que les Bororo sont en train de démentir aux yeux de l'opinion internationale les souffrances dont les peuples camerounais sont en train, les populations camerounaises sont en train de périr. Et voici encore pour une fois que les Bororo interpellent encore tous les Camerounais au Cameroun de voir la vérité en face et d'interpeller les Camerounais des deux régions avec le support qu'ils ont eu à apporter grâce à la détermination de certaines populations aux alentours qui ont accepté abriter les Moros sous le sol, pour leur démontrer que voici comment la cohabitation, voici comment le vivre ensemble au Cameroun se fait, et nous avions été matérialisés sur place
par les groupes sécessionnistes à laquelle certaines personnes encore, comme M. Emmanuel Kounié, demandent qu'ils doivent s'asseoir sur la table du dialogue parce que le grand dialogue qui s'est passé au niveau de Yaoundé n'a pas eu sa place, n'a pas eu des personnes qu'il fallait. Non, M. Emmanuel Kounié, le Cameroun avance et le Cameroun a avec elle les Jean-Fils comme c'est Bororo aujourd'hui qui viennent démentir un groupe, un scrupule, un groupe de certains parlementaires américains et français à la personne de M. Sébastien Nadeau qui a pu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française interpeller le parti du MRC de M. Maurice Kamto et de M. Akere Mouna et du chef des sécessionnistes, M. Ayoutabé, comme ceux-là qui devaient être des interlocuteurs pour la paix, que la paix puisse revenir au Cameroun. Non, le Cameroun est fait de 26 millions d'habitants et le Cameroun est fait de tous les peuples. C'est ça qui fait la spécificité du Cameroun, d'un pays Afrique, d'une Afrique en miniature. C'est ça, cette valeur-là, que nous voulons garder, où chaque peuple, partout où elle se trouve, elle sera fière de contribuer et que les grandes réalisations qui sont aujourd'hui mises en main sur pied, comme la décentralisation, c'est là où nous allons soutenir. Et nous soutenons tout cela parce que chaque peuple ne doit pas être traité individuellement. Nous sommes tous ensemble et voici ce que le bon reflet de la décentralisation est en train de nous démontrer par ce grand peuple Moro qui ont souffert et qui se sont fait matérialiser et qui ont dépensé des raquettes avec des assassinats atroces devant eux et que certains parlementaires se mettent loin de leur pays, sentant qu'ils ont perdu ce qu'ils venaient chercher au Cameroun, la déstabilisation avec les complices à l'intérieur, comme certains amis de M. Emmanuel Kounié qui ne peuvent pas jusqu'à aujourd'hui soutenir ce qui se fait de bien pour que la paix puisse revenir au Cameroun. On va le dire, le linge ça se lave en famille. On ne peut pas construire une nation sans des imperfections. Et on ne pourra jamais accepter parce que M. Emmanuel Kounié a dit qu'il faut telle loi, il faut ceci, qu'on mettra tout parce que c'est sa pensée individuelle. Nous pensons en ensemble et c'est en ensemble que le peuple Mborolo aujourd'hui a dit notre place c'est dans la République, notre place c'est dans cette région que nous vivons et que nous allons continuer à vivre et nous devons dire la vérité aux yeux du monde entier parce que ce que nous avons vécu sur place, c'est pas ce que d'autres ont vu. Ceux qui sont tapis, assis à Douala, assis dans certaines régions du Cameroun, ils se disent politiciens tout simplement parce qu'ils ont besoin d'une visibilité. Il y a des associations qui sont... Merci, Monsieur Youmbi, je vous le disais, nous entamons la dernière ligne droite. Monsieur Youmbi, je vais repasser la parole en quelques minutes et accueillir une nouvelle fois nos téléspectateurs avant de conclure cette édition d'Appel sur le continent. Monsieur Emmanuel Kounié, de l'aide apportée par le gouvernement dans ce dossier inédit qui nous parvient donc à nos services. Le Mbororo précise à Madame Basse, au travers de cette missive, qu'une aide et une assistance a donc été tout de suite dépêchée par le chef de l'État, Paul Biya. Le gouvernement camerounais a d'ailleurs prêté main forte au travers des forces militaires, le BIR, qui se sont imposées contre leurs assaillants et ont repoussé les génocidaires loin d'eux. Le gouvernement et l'armée ont aidé à relancer certaines de leurs activités économiques, notamment la reconstruction des routes endommagées et assure le minimum de sécurité pour ce qui semble timidement revenir comme la vie au sein de leur population. Votre regard également et votre analyse sur cette sortie du peuple Bororo. Je suis très content que le peuple Bororo puisse le dire. Bon, déjà que le peuple Bororo, je ne sais pas comment il s'organise, je ne sais pas qui sont les représentants du peuple Bororo. Ils ont un collectif? Oui. La lettre vient du collectif. Très bien, ils ont un collectif, mais il faut noter que nous sommes dans une situation de guerre dans le nord et sud-ouest. Et il y a belligérance. Donc il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a les sécessionnistes, il y a la République du Cameroun, il y a nous contre les sécessionnistes. Donc il y aura des informations qui vont aller de toutes parts, mais en réalité ça ne va pas influencer la recherche de la solution. Moi je suis sur le plateau, je suis en train de débattre avec un panéliste, un copanéliste, M. Youmbi. Je me rends compte que lui il est au travail, mais moi je suis en train de débattre pendant que lui travaille. Donc c'est bien, ça peut se passer comme ça. Donc on peut avoir l'émotion contre la raison. Toujours est-il qu'il faut gérer tout cela. Et puis je voudrais dire que
moi, on ne m'influence pas, hein, on m'influence. Je donne mes idées comme je les conçois, comme je les pense, et puis je le dis en mon âme et conscience. Je voudrais tout simplement dire que ce que nous attendons du gouvernement, qui a la responsabilité, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité des hommes et des biens, qui a la responsabilité de gouverner le Cameroun, c'est de nous amener, n'est-ce pas, vers des solutions à ce problème. Nous sommes prêts à contribuer, à participer, à agir pour qu'on arrive aux solutions. Mais les solutions ne vont pas venir par des comment dirais-je, par des cris ou par des petites manœuvres. Parce que le peuple Bororo écrit, c'est une bonne chose. Mais là où ils n'écrivent pas aux enfants. Ceux-là seront discernés sauront dire si ces écrits sont des écrits vrais, si c'est des écrits valables. Ils auront tous les moyens de savoir si c'est quelque chose de fondé. Ils ont des satellites, ils voient le Cameroun, ils savent qui a fait quoi. Ça ne sert à rien de trop gesticuler. Ils savent exactement qui fait quoi dans cette affaire. Donc, pour ma part, j'encourage le fait que les Bororo puissent trouver que l'État du Cameroun est en train de leur apporter un coup de main et que ça produit des fruits. Mais le Nord-Ouest, Sud-Ouest, ce n'est pas seulement fait des Bororo. Il y a plusieurs départements, plusieurs arrondissements et 2 régions qui sont en difficulté. La solution, ça ne va pas se résoudre comme si on ne va pas saucissonner ça pour résoudre. Il faudrait trouver des solutions globales, pas des mesures globales, des mesures qui vont permettre à ce qu'on sorte, n'est-ce pas, du tunnel de cette affaire où on est entré. Il faudrait qu'on réfléchisse pour voir comment on en sort. Mais s'il faut tout le temps jongler, et puis que des gens sortent pour parler. Nous avons vu aussi des gens venir ici pendant les élections, nous dire qu'ils sont les représentants des ONG, et qu'après on nous dise que c'était des gens, on ne sait pas d'où ils sont sortis. Les mêmes ONG disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc le fait que le gouvernement tambourine dessus pour dire voilà les Bororo qui ont écrit, etc. D'accord. Mais alors, il faudrait bien qu'on puisse s'assurer que tout cela peut nous permettre de faire un pas. Moi, je pense que les problèmes du Nord-Ouest, Sud-Ouest n'auront de solution que quand on va discuter avec les vrais acteurs. Parce que M. Youmbi a essayé de nous dire que ce n'est pas seulement les Sissi Kwayoutabe et les autres. Le Cameroun a beaucoup de personnes qui peuvent... D'accord. Mais il y a des acteurs connus. Les acteurs connus qui tirent les ficelles de cette affaire-là. Tant que vous n'allez pas discuter avec eux, vous allez choisir des gens qui ne comptent pas pour discuter avec eux et prendre des solutions qui vont être inopérationnelles sur le terrain, la crise va perdurer. Il faut avoir l'honnêteté de savoir que les leaders de ces opérations, c'est tel. Lundi encore, il y a eu ville morte dans la ville de Bouya. Alors, qui sont ceux qui donnent les mots d'ordre pour que ces villes mortes persistent? Vous allez aller discuter avec des gens qui n'ont aucun moyen, n'est-ce pas, de mettre fin à ces choses-là? Non. Je dis que le gouvernement doit faire des efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, identifier les vrais acteurs, discuter avec ces acteurs-là, et puis trouver des solutions globalement qui peuvent nous faire sortir de là. Parce que sinon, on va garder cette crise comme une plaie au pied, on va vivre avec, et on ne peut pas, le Cameroun ne peut pas continuer à vivre infiniment avec cette crise, parce que à l'heure où je vous parle, les gens continuent à mourir dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il y a des morts, il y a des hommes en tenue qui meurent, même ces jours-ci, il y a eu des hommes en tenue qui sont morts. Donc tous ceux qui pensent qu'avec l'émotion, ils vont dire non, les choses vont marcher, ça, on est en train de trouver des solutions. Vous trouvez quelle solution? Laquelle? Ce grand dialogue a produit ce que vous avez appelé le régime spécial du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Mais cher monsieur, je vais vous dire que ces gens même qui sont en train de perturber le Nord-Ouest, Sud-Ouest en cotisant de l'argent, en envoyant des armes, en provoquant des trucs, sont réunis en Afrique du Sud pour récuser tout ce qui a été fait, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et vous allez avancer avec les gens là qui vont continuer à perturber toutes nos populations. Non, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux, qu'on se mette assis, qu'on appelle ces gens-là, n'importe où, et qu'on s'assoit avec eux pour leur demander de quoi s'agit-il. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous dit qu'il a le paludisme, vous lui donnez le remède du mal d'estomac ou le remède de je ne sais pas quelle autre maladie, alors que ça ne correspond pas à la maladie. Ces médicaments sont des médicaments, mais est-ce que ces médicaments correspondent à la maladie dont on souffre? Le diagnostic n'est pas fait. Merci Emmanuel Kounié. On va encore prendre 2 ou 3 téléspectateurs avant de conclure ce soir. Monsieur Yao, qui nous retrouve depuis la France. Monsieur Yao, bonsoir. Monsieur Yao, bonsoir. Je pense que nous allons rapidement prendre notre intervenant. On a perdu Monsieur Yao qui est resté en attente depuis un petit bout de temps déjà. On va prendre d'autres téléspectateurs rapidement. Nous approchons donc du terme de cette édition d'Appel sur le continent ce soir en abordant ces sujets relatifs à l'actualité camerounaise. Allô, bonsoir.
Allez-y, vous êtes en direct, on vous écoute. Bonsoir les studios. Et moi, je veux vous dire ceci. Et moi, je suis très indigné par tous nos invités et ce soir. Parce que cette manière de faire la politique, c'est de faire la politique sur notre continent. Pour une affaire aussi grave, ce qui se passe au Cameroun, qu'on vient se triper. C'est que nous avons, malheureusement, c'est que nous avons copié de la culture française, qu'on passe le temps à nous empoigner. Que nous sommes incapables d'inventer une autre façon de faire la politique. Vous savez, on ne fait plus la politique comme nous le faisions pendant les années 70. Vous savez, comme nous sommes quelques-uns, nous avons compris qu'on ne peut plus continuer à faire de la politique aussi machiavélique, à s'empoigner, qu'on est incapable d'inventer une façon de travailler dans l'ensemble pour faire avancer notre continent. Qu'on est systématiquement à nous engueuler, à nous surtout pour ce qui se passe au Cameroun. Il faut une unité nationale. Ce n'est pas possible, M. Kounié. Et aussi l'autre invité. On ne peut pas, la situation, elle est tellement grave. Ce machiavélisme, que oui, c'est nous qui détenons cet état, qui détient la pierre philosophale, et nous ne connaissons rien, et nous sommes vraiment fatigués. Nous sommes fatigués, pourquoi? Parce que nous n'avons jamais pensé à inventer une autre façon, à travailler dans la solidarité, à faire avancer l'Afrique. C'est une faillite, mais c'est vrai, de la classe politique, et ceux qui se positionnent comme élite politique. C'est une faillite morale, intellectuelle, c'est tous les problèmes avons tout perdu, mais pour qu'on ne fait que copier l'Occident. On va s'empoigner, opposition majorité, et surtout généralement des gens qui ne proposent rien. Nous avons suivi toutes les campagnes électorales en fait de l'État, les champions. Donc jamais fait de proposition pour avancer le pays. S'il vous plaît, mes chers frères, essayez, s'il vous plaît, relisez votre façon de faire de la politique, qu'on puisse travailler autrement. Cette arrogance qu'on a copiée chez les Français, on est fatigué, le peuple est fatigué. Cette arrogance-là, on ne peut plus. Et nous avons besoin de ce qui se passe au Cameroun est excessivement grave. Monsieur Kounié, on ne peut pas sortir là-dessus. Ça, ce n'est pas possible. Tout marqué avec ce cynisme, aussi, je le dis en même temps aussi pour l'autre invité. On ne peut pas sortir sur tout, sur la misère, pour ce malheur qui tombe sur le Cameroun. S'il vous plaît, réfléchissez ensemble pour travailler dans l'unité pour le souci sur notre continent. On ne peut plus continuer à faire comme font les Français ici. Je vous remercie. On ne peut plus continuer comme ça. C'est une faillite totale. Pour cette participation, on accueille cet appelant depuis la ville de Douala au Cameroun, monsieur Le Malheur, Augustin. Bonsoir. Allô? Monsieur, allez-y, vous êtes... Oui, moi, je dois commencer depuis le Cameroun. Ok, merci. Oui, Madame Dimala. Je dis bonsoir à M. Kounia. Courage, hein, M. Kounia. Oui, Madame Dimala. La situation de notre pays, que le Cameroun, me préoccupe. Effectivement, il s'agit là d'une vieille histoire, hein, c'est la continuité avec le système actuel. En réalité, nous autres n'avons jamais apprécié. Mais malheureusement, nous continuons à vivre le film. C'est bien vrai qu'on peut bien accuser l'Occident de se mêler de notre histoire. Mais en fait, ça fait longtemps que nous décrions sur Afrique Média et sur d'autres médias camerounais, comme quoi il faut voir les choses en face. Comme la crise du Nosso, ça fait combien d'années? Et on a eu à décrier. Nous n'avons pas encore vu une politique, une volonté réelle du gouvernement de vouloir stopper cette crise-là. Ça, c'est une réalité. Et vous allez voir que depuis cette histoire de crise sécessionniste, jusqu'aujourd'hui, on a vu les élections présidentielles. Et on est en train de voir ce qui se passe actuellement avec la situation des maires dont on passe le temps à débattre actuellement. C'est devenu, je ne sais pas,
C'est historique, hein, c'est historique. Parce qu'on estime qu'il est peut-être du sud-ouest ou du littoral, il ne pourra pas prétendre être maire de la ville de Yaoundé. Mais il y a un problème. Je pense quand on parle autochtone, il faut bien définir. Et déjà, quand il s'agit de la gouvernance même du pays, n'est-ce pas, c'est autre chose. Quand on parle de démocratie sur l'environnement, nous devions essayer d'être francs. C'est exactement la même chose, c'est comme ça qu'on gouverne notre pays. Nous devions apprendre, n'est-ce pas, à jouer avec la méritocratie. Impossible, si on veut arriver, sincèrement, nous devions jouer avec la méritocratie. C'est inconcevable. Regardez voir, nous sommes au Cameroun. Nous savons que Afrique Média est la première chaîne nationale. Mais c'est curieux. Depuis quelques mois, les Camerounais sont surpris. Beaucoup pensent qu'Afrique Média n'existe plus. Est-ce normal? Que fait le gouvernement par rapport à ça? Ils ont tout fait pour que le Cameroun distributeur pour la chaîne Afrique Média. Ils ne mettent plus au Cameroun. Voilà la réalité. Est-ce normal? En réalité, quand vous défendez l'intérêt national au Cameroun, vous n'êtes plus le bienvenu. Alors, c'est de ça qu'il est question. Nous devions voir comment résoudre cette crise-là par les Camerounais et non avec les Occidentaux. C'est ça la problématique. Nous voulons voir la volonté du gouvernement, n'est-ce pas, de traiter le problème camerounais par les Camerounais. Et pour cela, il faut qu'ils soient patriotes eux-mêmes. Sinon, je pense bien, je suis désolé, et les Américains auront gain de cause. C'est très dangereux. Merci. Merci à vous, Monsieur Lemallet. On va peut-être prendre un dernier téléspectateur avant de conclure. Définitivement ce soir, dans le cadre d'Appel sur le continent, est-ce qu'on a un téléspectateur qui se positionne au terme de cette édition? On va le prendre en 2 minutes. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Allô? Monsieur, allez-y, vous êtes en direct. Oui, je suis Augustin Lemallet, je suis le président national du syndicat des travailleurs de communes au Cameroun. J'interviens au débat là, madame, surtout, n'est-ce pas, au sujet du nouveau code général des collectivités locales décentralisées. Nous notons, n'est-ce pas, cette avancée considérable. Allô, vous suivez? Oui, monsieur, allez-y rapidement. Allô? Allô? Monsieur, nous vous écoutons, allez-y rapidement, je vous en prie. Oui, madame, je disais que nous réjouissons au moins cette avancée considérable, n'est-ce pas, de la convocation de cette session extraordinaire par l'Assemblée nationale pour légiférer sur le projet de la décentralisation. Malheureusement, nous remarquons que les acteurs même n'est-ce pas, de cette décentralisation, qui sont les agents communaux, n'ont pas été pris en compte dans ce code. Et pour nous, c'est quelque chose qui laisse, n'est-ce pas, un goût amer. Parce que les travailleurs de communes ont beaucoup de problèmes et souffrent le plus ici au président de la République que nous avons. Merci donc à vous, monsieur, pour cette belle participation ce soir. C'est avec cette intervention que nous allons mettre un terme à cette édition de Appel sur le continent. Monsieur Samuel Youmbi, merci d'avoir été en notre compagnie ce soir pour décrypter ces sujets. On reviendra certainement sur cette actualité en votre compagnie. Monsieur Samuel Youmbi, excellente fin de soirée. Merci également à vous, Emmanuel Kounié, d'accepter une nouvelle fois de venir nous éclairer de votre analyse sur les plateaux d'Afrique Média. Je ne vais pas vous repasser la parole, me dit du côté de la réalisation que nous sommes vraiment déjà au terme même du temps qui nous a imparti. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et votre participation au quotidien à nos productions. Je vous laisse en compagnie des programmes de la soirée qui se poursuivent sur votre télévision africaine, Afrique Média. L'actualité et l'information africaine restent en continu. Bonsoir. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur.